Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, ouais, Oui, il est mort. Il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau débrief sur Radio Diagonale. Un débrief consacré à la 14e journée et à la victoire de Monaco sur la pelouse de Toulouse. 2-0. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de changer ça. 14e, on est resté à la 13e. Bon, c'est pas très grave, vous ferez gaffe. On est à la 14e et non à la 13e. Donc, on sera avec Flo pour débriefer cette belle victoire monégasque au Stadium cet après-midi. Salut Flo. Salut Damien, salut à tous. Et on est content, on a vécu une belle semaine, donc je vais te laisser développer tes 3 points. Ouais, effectivement, le match du plaisir, hein, je te le disais tout à l'heure, en terre toulousaine, cette ville de chaleur et d'amour. Franchement, il faisait beau et chaud là-bas d'ailleurs, hein, très clair. Ouais. Et j'ai rarement autant pris mon pied sur un match de l'ASM depuis un bout de temps. Match maîtrisé, enfin bref, on va revenir dessus. Mais oui, mon premier point, c'est le match de la confirmation. C'est le genre de match qui peut être un peu anodin, hein, Monaco-Toulouse, Toulouse-Monaco un dimanche, mais c'est vraiment ce genre de match qui t'assoit une équipe qui montre, qui confirme un peu est-ce qu'on est là ou est-ce qu'on n'est pas là, qui grave un peu dans la roche la vraie forme et le vrai état d'esprit et le vrai niveau d'une équipe. Et là, il y a un vrai truc, voilà, cette confirmation après les derniers bons matchs, c'est vraiment pour moi que ça vient aujourd'hui. On voit un Golovin qui est vraiment au top, une gestion physique de Clement que je trouve qui arrive à son équilibre, et vraiment là il arrive à vraiment bien faire tourner et bien gérer ça, alors qu'on pouvait avoir des doutes sur les enchaînements par le passé. Un Minamino qui va de mieux en mieux, et puis un état d'esprit vraiment qui est assez irréprochable. Mon deuxième point, c'est un peu le pendant de ce premier, qui est le dépassement de fonction. Rarement j'ai vu une équipe autant avoir du dépassement de fonction chez nous, encore une fois dans le passé proche. On a même un Minamino, un Golovin qui font des retours défensifs décisifs, un Mbolo qui aussi apporte toujours défensivement, un Camara qui fait des déboulés sur la droite, et on va le revoir, mais qui amène des occasions de but assez grosses. Un Dissassi qui, on pouvait le croire au début, quand il montait aux avant-portes, qui perçait 2-3 lignes défensives, que c'était une blague. Honnêtement, ça devient de moins en moins une blague. On a l'impression que ça devient de plus en plus une force de l'équipe. Et donc voilà, tous ces dépassements de fonction-là, c'est la preuve d'une équipe qui marche bien, qui vraiment s'installe comme un vrai effectif qui tourne comme il faut. Et mon troisième point, c'est un peu plus interrogatif. C'est justement parce que franchement, notre pic de forme, pour moi, il arrive aujourd'hui. De montrer qu'on est à ce niveau-là et qu'on arrive à confirmer après les matchs de Coupe d'Europe, etc. C'est vraiment pas mal du tout. Et comment ça va se passer évidemment la semaine prochaine contre Marseille, mais surtout, est-ce que la Coupe du Monde va mettre un terme à cette lancée-là, ce qui serait vraiment dommage, ou est-ce qu'on va réussir à continuer justement sur cette trajectoire malgré cette grosse coupure? C'est la vraie question qui se pose déjà dès aujourd'hui, quoi. Quant à moi, mes 3 points, c'est pareil, la bonne semaine après la qualif. Alors pas pour les 8e, mais pour les barrages en Ligue Europa. De toute façon, on pouvait pas faire mieux, mais au moins une qualif du coup qui a été acquise, c'était l'essentiel. On aurait pu repartir sans rien quand même.
Avec un bon match, même si il y avait la seconde période, il y a eu un petit passage un peu en eau trouble qui aurait pu modifier un peu la finalité, mais voilà, les événements ont aussi été en notre faveur. Là, ce soir, cet après-midi, une victoire aussi convaincante avec vraiment une domination, beaucoup de tirs, etc. Finalement, on a assez peu vu Toulouse et ils ont été assez peu dangereux. Donc, 2 victoires convaincantes dans la semaine, donc c'est ce que j'appelle une bonne semaine. Le deuxième point, c'est la petite surprise de voir Mbolo et Kevin Folland alignés entre eux, associés en attaque. C'est vrai que j'étais pas mal resté sur les déclarations de Clément après Nice. Comme quoi Ben Yedder avec Volland ou Mbolo ça marchait, Boadou avec les deux, mais pas trop Mbolo Folland parce que c'était selon lui un peu les mêmes profils. On pourra effectivement reparler de cette association un petit peu plus tard aussi, mais c'est vrai que j'étais assez étonné. Du coup je misais, je l'ai dit, aucune chance que ça arrive. C'est arrivé du coup. Et puis du coup de cette association, c'est Wissam Ben Yedder qui en a un petit peu fait les frais cet après-midi. C'est un peu le troisième point, sachant que il joue sa place. Alors je sais pas s'il a joué encore vraiment aujourd'hui. Est-ce que les dés n'étaient pas déjà tirés et que c'était déjà fini pour lui, on va dire, je sais pas. Mais c'est vrai que j'aurais aimé le voir aligné, briller. En plus, il a été ovationné à son entrée, ce qui était beau aussi. Mais ouais, j'aurais aimé qu'il se mette en valeur pour peut-être avoir une dernière petite chance de pouvoir aller à cette Coupe du Monde. On aimerait évidemment qu'il y en ait le plus possible, des Monégasques. Disons qu'on aimerait qu'il y en ait le plus possible pour représenter dignement le club, mais en même temps, on serait content de les garder pour que ils se préservent un petit peu, qu'ils puissent bien travailler pendant l'intersaison, pendant la coupure aussi, que tout le monde soit bien reposé, etc. Mais voilà, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Mais... On pourrait quand même avoir 4 Monégasques avec l'équipe de France. Je pense que de sûr, il y en aura un. Fofana. Les 3 autres, c'est plus hypothétique, donc on verra bien. Mais bon, voilà. Voilà du coup ce qu'on pouvait dire sur ces 3 premiers points. On va attaquer maintenant avec la composition. Donc Flo, moi je t'ai fait part de cette surprise que j'ai vue de voir Folland Mbolo. On a eu un petit doute aussi à un moment donné avec une potentielle absence de Camara. La Ligue a annoncé la mauvaise compo au début avec un Camara absent de la feuille de match. On s'est demandé s'il y avait eu un problème. Du coup, finalement, ça a été réparé. Non, il était bien titulaire. Il revenait de suspension, on le rappelle d'ailleurs, après 2 matchs ratés. Et je pense que ça lui a fait du bien, ce que je disais, je crois, après Angers, où ça lui a fait du bien de prendre un peu le frais, de récupérer. Ouais, et puis quelque part, ça nous a fait du bien en tant qu'équipe aussi, parce que depuis son arrivée, il y avait quand même un apport clair et net. Donc de responsabiliser un petit peu tout le monde, notamment au milieu, et puis comme je l'ai dit un peu dans mes premiers points, on voit que toute la ligne du milieu a vraiment fait le boulot défensif aujourd'hui. C'est peut-être pas anodin au fait que Camara était absent depuis 2 matchs et donc oui, c'était bien quand même de le revoir parce que on va le voir, la grosse clé du match, c'est probablement le fait qu'ils aient complètement cadenassé le milieu toulousain qui est un vrai bon milieu, un milieu sous-estimé à mon avis de Ligue 1. Donc ils y sont beaucoup. Donc effectivement, Mbolo Volland, bon, si on regarde que le côté ASM, ça pouvait se comprendre, Volland sur une bonne dynamique évidemment, et mettre Ben Yedder un peu au chaud, tout en ayant la possibilité de le faire rentrer s'il y a besoin en deuxième mi-temps. Et puis après sur le reste de la compo, alors on avait un Maripane qui rentrait, comme ça a été le cas contre Angers, qui rentrait pour la Ligue 1, donc un Maripane décisif, Anderson, Caillot, normal. On va quand même avoir Aguilar qui va faire son retour pendant le match, et puis Minamino, Fofana, Camara, Golovin, donc la ligne de 4 avec Volland, Mbolo devant. Ouais, rappelons Badiachil suspendu également. Ouais. Donc l'accumulation de cartons jaunes. Aguilar, tu en parlais, qui a fait son retour déjà dans le groupe
contre Belgrade, mais qui n'avait pas joué. Mais voilà, il revient donc d'une longue absence, hein, Aguilar lui aussi, quasiment 7 semaines d'absence, je crois. Enfin, il était sorti blessé contre Reims. Reims, c'était le 18 septembre, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait quasiment, ça fait presque 2 mois. Donc voilà, en tout cas, Jean-Lucas qui était en tribune. Jean-Lucas et Boidou en tribune. C'était pour que le kiff soit complet pour toi, Flo. Putain, je me disais, mais ce match était merveilleux. C'est parce qu'en fait, j'étais serein. Lucas pouvait pas rentrer. Ah non, c'est un gimmick. Hein. Je ne l'aime ou le déteste pas plus que qui que ce soit dans l'équipe. Ou tu vois, mais bon, c'est un beau gimmick. Mais oui, effectivement, de toute façon, c'est pas comme s'il avait montré grand-chose ces derniers temps. En tout cas, le début du match, un petit peu à l'avantage des Toulousains. Alors, ça n'a pas duré longtemps, mais et Monaco va vite reprendre le contrôle et va très vite se montrer dangereux, avec notamment Minamino, qui est le premier Flo à se mettre en évidence. Ouais, je pense à la 7e, effectivement, il y a les 5 premières minutes où ils nous pilonnent sur le côté gauche. Ils ont 2-3 bonnes percées, bon, pas de grosses occasions, mais on voit que Dissassi et Vanderson, on va dire, sauvent les meubles, hein, sur ces... On se demande s'ils vont réussir à tenir tout le match, mais en fait, ça sera que quasiment les 5... on peut presque dire seule minute dans la durée où Toulouse va vraiment dominer. Le reste du match, ça va être à minima, on va dire, un peu d'attaque-défense, ça va aller des deux côtés du terrain. C'est un match d'ailleurs très plaisant, hein, dans l'ensemble, qui est allé assez dans la verticalité, hein, le fameux mot au goût du jour, et puis avec un bon rythme. Mais oui, on va reprendre après ces 5 premières minutes, on va avoir au moins une dizaine de minutes bonnes avec, j'essaie de me souvenir de l'occasion. Je vois superbe course et lob en reprise de Mina qui passe juste à côté. Voilà, ça c'est mes notes, hein, mais pour une fois, j'arrive pas à comprendre mes notes. Je me souviens plutôt. Vas-y, je te la laisse. Oui, non, mais c'est ça. C'est une occasion sur ça. C'est un bon appel de Minamino sur ce lob. Mais c'est surtout en fait à la 11e minute où il y a une vraie belle occasion avec double parade de Maxime Dupé. Ah oui, avec Mina qui fait la tête en fait, qui est repoussée. Voilà, la frappe de Golovin qui est repoussée et Minamino qui met une tête à nouveau repoussée avec un bel échange là entre, il y avait Camara qui oriente le jeu pour Golovin, Voland qui centre en retrait, Mbolo la petite passe en retrait qui remet pour Golovin qui est revenu. Donc voilà, il y a eu effectivement une belle séquence collective à ce moment-là. Donc c'était assez, comme tu disais, hein, c'était plaisant, on voyait du jeu. Bon, la première période finalement, il n'y a pas eu on n'a pas réussi à faire la différence alors que la domination était déjà quand même bien réelle avec ces nombreuses frappes là, donc dont on a parlé déjà, mais il y en a eu d'autres. Fofana qui met une très belle frappe qui passe de pas beaucoup au-dessus. Voilà, il y a quand même... c'est finalement... Ça se rapproche, mais c'est Dupé qui a retardé l'échéance en fin de compte. Ouais, effectivement, au moins 4 ou 5 grosses occasions et effectivement Dupé sauve sur la toute fin de la première mi-temps. On va dire que les dernières, pour être tout à fait honnête, les dernières peut-être 15 minutes, il y a eu 5 minutes pour eux, une 10-15 minutes vraiment que pour nous, totale maîtrise, et après il y a eu un peu de va-et-vient. Il y a quelques petites occasions de Toulouse et donc ça finit à la 45e sur ce débordement de Camara sur la droite. Donc comme je disais, dépassement de fonction, il se met en position d'ailier et un superbe centre pour Golo vraiment tout seul devant le but qui malheureusement, alors il va le dire en interview à la mi-temps, il essaye de vraiment la mettre... petit filet, mais il rate un petit peu sa frappe, il la met trop sur le gardien et c'est arrêté par le gardien toulousain, mais globalement quand même au nombre d'occasions sur cette mi-temps et sur l'ensemble du match, on est quand même largement devant. Et ça va se concrétiser du coup avec le début du second acte et là le suspense va être vite tué, enfin
pas le suspense, parce que 1-0, le match est loin d'être fini, mais bon, on concrétise finalement la domination dès le retour, première minute de jeu, et Golovin qui nous met un bijou juste après celui qu'il a mis contre Angers. Enfin, il avait déjà mis un beau but contre Angers, celui-là est encore plus beau, je pense. Ouais, je pense qu'il avait un peu en travers les ratés qu'il a eu en première mi-temps. Et là, on sent qu'il s'arrête, il fait un petit crochet et il prend la demi-seconde de plus où il dit écoute, j'ai tout raté. Enfin, j'ai pas tout raté, mais disons que je l'ai pas mis au fond en première mi-temps. Je vais prendre une demi-seconde de plus pour juste vous la placer parfaitement. Franchement, c'est jouissif cette action parce que tu vois qu'il prend juste un petit peu plus de temps pour la caresser, la placer. Enfin, c'est un amour de caresse. Un peu flottant dans la frappe. Un peu. Voilà, vraiment qu'elle prend une courbe vraiment parfaite et vous avez dû voir des vidéos YouTube, etc. de mecs qui tirent dans des petits sacs dans les lucarnes. Je pense que là, le sac de la lucarne, il l'a bien eu là. Ouais. Donc magnifique but. Ouais. Domination, du coup, confirmée. Alors, au retour des vestiaires, du coup, pas pendant le premier acte. Ouais. Mais voilà, c'est le moment que Toulouse va aussi un petit peu choisir pour se réveiller un petit peu, même si là encore, les occasions, on va pas vraiment en voir côté toulousain. Il y a des petites frappes où Nubel est assez vigilant, mais c'est des frappes qui sont pas dangereuses. Et puis on va faire la différence, alors que Toulouse est en infériorité numérique, ce qui va un petit peu... ce qui va pas beaucoup plaire à Philippe Montagnier, parce qu'il espérait voir son joueur, en l'occurrence c'était Silla, qui s'est cogné la tête tout seul, précisons-le, c'est pas une faute monégasque. Il s'est cogné la tête en retombant au sol, donc il se fait soigner, il veut revenir sur le terrain, mais l'arbitre met un peu de temps. C'est vrai que c'est souvent un peu polémique, ce genre de choses, des fois ça... Honnêtement, l'action est tout à fait normale. Il y a les soigneurs qui arrivent, ça prend un peu de temps. On lui dit de sortir, il sort. Honnêtement, l'action, elle se passe 5 secondes après, 3-4 secondes après. Et c'est donc là que Monaco en profite, du coup. Ouais, on en profite. Effectivement, le timing est mauvais pour eux. De là à dire que c'est volé pour Toulouse, pas du tout. Non. En plus, l'action part sur le côté gauche. Pour ceux qui connaissent pas Silla, et latéral qui n'ont pas vu le match, il est ailier de l'autre côté. Ouais. Donc, je veux bien que ça ait créé un chamboulement énorme du côté de Toulouse, mais je pense que l'action elle est rondement menée quoi qu'il arrive. Peut-être que ça apporte ce brin d'instabilité du côté de toulousain, mais l'action est quand même belle, quoi. Tu veux la décrire? Il y a un extérieur délicieux de Caio Henrique pour Minamino et le centre Mbolo tout seul au second poteau. Ça passe 3 défenseurs pour décrire pour ceux qui n'ont pas encore vu. Donc Caio qui vraiment fait une passe qui passe 3 défenseurs au milieu de 3 défenseurs. Minamino fait un vrai bon appel sur le coup. Et il brosse juste ce qu'il faut parce qu'il est vraiment quasiment à la ligne de sortie de but, et en fait il prend vraiment un coup du pied un peu extérieur brossé pour que ça longe en fait le but, que ça lobe et que ça arrive deuxième poteau. Je pense que c'est à peu près ce qu'il veut faire, et Mbolo se retrouve tout seul, il a plus qu'à pousser au fond. Franchement c'est très bien fait. On aura encore de bonnes occasions. Golovin un petit peu plus tard qui aura encore la possibilité de marquer, mais qui va se rater. Il y a Ben Yedder quand il rentre aussi qui a une bonne frappe. Globalement, toutes les grosses situations sont pour Monaco. Il y a quand même des petites frayeurs qui nous viennent de Nubel qui se rate à 2-3 reprises. Alors il est un peu quand ça chauffe un petit peu devant le but. Tu parlais justement de cette de Disasi qui sauve en contrant, en taclant justement sur une frappe à l'entrée de la surface. C'est un peu ces situations-là chaudes autour de la 75e sur lesquelles on concède un corner, où je le trouve un peu spectateur, et du coup on a une petite frayeur à la fin. Il rate un dégagement, mais il fait un bel arrêt main opposée dans le temps additionnel. Mais voilà, c'est globalement très très maîtrisé. On parlait du milieu de terrain justement, c'est aussi c'est là qu'a été la clé, ce milieu toulousain qui est un beau milieu technicien, BVB justement, Branco Van Den Boomen justement, c'est quand même le meilleur passeur de Ligue 2 l'an dernier, 20 passes décisives, c'est pas un chiffre qu'on voit beaucoup en général.
Il y a une vraie qualité de jeu long. Ouais, des joueurs très polyvalents, quoi. Des joueurs qui sont à la fois bons défensivement, dans l'organisation, qui se connaissent bien et qui jouent vraiment assez bien ensemble. Et finalement, tu as 3 parce qu'ils sont plutôt en 4-3-3, hein, Toulouse, avec De Jaguer, Spearing et Van den Boomen. Donc, tu as quand même 2 joueurs monégasques qui ont réussi à éteindre 3 joueurs toulousains. Quelque part, je schématise. Hein, mais... Ouais. Après, aussi beaucoup aidé par des Voland et Mbolo qui décrochaient pas mal, qui venaient pas mal chercher le ballon assez bas. Et c'est un peu ça aussi dans ce profil. Alors, c'est vrai que l'entente, je l'ai pas... elle m'a pas forcément sauté aux yeux. C'est vrai qu'un peu dans la façon de jouer... Alors, ils ont peut-être aussi communiqué pour se déplacer un peu à tour de rôle pour éviter de se marcher dessus. Donc, ils se sont pas marchés dessus, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est vrai que peut-être que quand il y en a un qui est décroché, l'autre était peut-être un peu moins inspiré par rapport à comment se positionner, comment faire l'appel. À un moment donné, il y a eu une incompréhension d'ailleurs, un moment entre les deux. Un Mbolo qui remet à Folland, mais qui s'attendait pas forcément à la voir aussi, à ce qu'il lui remette. Donc il y a des choses qui n'ont pas forcément bien fonctionné au niveau de ce duo-là. Mais ça reste, moi je trouve, une option, comme tu avais l'air de le dire, c'est aussi une option pour un duo d'attaque plus accrocheur, du coup plus défensif, qui va peut-être un peu plus moins combiné offensivement, mais je pense qu'après ça a été encore très rare de les voir associés, donc peut-être qu'ils sont aussi en rodage sur le côté c'est la première manière fois, de c'est jouer. La première fois. Ouais, voilà. Ils n'ont jamais été. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que ça reste une option qui est pas dégueu du tout sur des matchs où justement il faut un peu plus pour des bonnes équipes. Quand même, Toulouse reste une équipe assez joueuse et si tu la laisses trop prendre confiance, ça peut te faire mal. Ben, pour des équipes comme ça, d'avoir 2 attaquants qui, comme tu l'as dit, reviennent pour choper des ballons au milieu ou alors vraiment presser les défenseurs pour qu'ils soient pas dans un fauteuil pour lancer les attaques, c'est une vraie option qui est intéressante. Alors, c'est pas au niveau footballistique et offensif, c'est peut-être pas la même idée qu'Mbolo Ben Yedder, mais je trouve que ça reste il y a quelque chose à travailler, quoi, mais il y a quelque chose. Et en tout cas, on a vu aussi des latéraux chez nous assez tranquilles, avec assez peu de danger quand même, hein, sur nos buts et dans notre camp. Donc vraiment, comme tu parlais de ce match très maîtrisé, vraiment plein, c'est là aussi qu'on le voit, c'est-à-dire que défensivement, on n'a jamais vraiment semblé en difficulté, vraiment, à part ces situations un peu chaudes autour de la 75e qui nous ont un petit peu menacés vraiment sur notre but, mais ça a été très très rare, et le début de match où ils ont les 2 situations, les 2 centres, quand ils démarrent bien, mais c'est vrai que globalement on a vraiment bien maîtrisé, bien quadrillé, et c'était victoire logique, solide, presque tranquille, en fin de compte. Ouais. Une vraie impression de force, j'ai envie de dire, comme je disais, gravée dans la roche, quoi. Une équipe qui assoit un peu sa domination, qui assoit sa solidité. Il y a une maîtrise, on va dire, profonde. J'ai du mal à l'exprimer clairement, mais il y a clairement une maîtrise de 0 à 90 quasiment, à part ce que tu as dit. Et évidemment, quand on le compare à l'Étoile Rouge ou quand on le compare à d'autres matchs, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup mieux, quoi. Ouais, c'est beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je disais confirmation dans les 3 points, c'est que il y a une vraie force qui se dégage de cet effectif, et encore une fois avec une gestion qui est de plus en plus intéressante de Clement, et comme tu l'as dit, des latéraux qui ont moins de boulot et qui bizarrement, quand ils ont moins de boulot, c'est un peu plus facile pour eux, parce qu'il faut vraiment remercier, alors on l'a dit, Camara, Fofana, mais vraiment remercier Minamino et Golovin pour leur apport défensif. Minamino fait même un retour, je crois, dans la surface où il sauve quasiment un but, avec un joueur qui va reprendre quasi à bout portant face au but. Golovin aussi fait des bons retours défensifs. Enfin, les deux ont vraiment apporté défensivement. C'est la nouveauté, j'ai envie de dire, presque sur ce match. C'est qu'on a deux milieux
deux milieux excentrés qui ont à la fois quand même apporté offensivement, mais surtout été là défensivement pour pas que ça soit un boulevard niveau latéraux et Dieu sait qu'on l'a vu sur les 5 premières minutes. Toulouse peut vite avancer le ballon sur les côtés et ça aurait été très difficile pour Vanderson et Caillot de bloquer ça tout seul, quoi. Ouais. Eh ben, on va enchaîner maintenant avec les top flops. Premier top, comme une évidence, Flo. Ouais, Golovin, on est vraiment content de voir ce mec sans béquille, sans fauteuil roulant, sans brancard, et voilà, c'est la base, c'est notre base offensive, c'est notre base technique. Ce type-là fait vraiment plaisir. Cette année, on avait ce débat en off. Hein, est-ce que c'est pas sa meilleure demi-saison chez nous? Alors, il y a eu des demi-saisons peut-être avec plus de stats, mais dans la constance et dans le contenu, mettons les stats à part. Même si aujourd'hui, il marque et puis des stats, il en a quand même. Mais je pense que sur une demi-saison, en termes de contenu et de constance, ça n'a jamais été comme ça. Voilà, ça c'est un peu ce que j'ai répondu. C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas sa meilleure? Non, c'est sa seule en fait. Ah oui, c'est clairement. Donc il n'y a pas vraiment de référence et de point de comparaison possible pour le coup. Tu pouvais fractionner, quoi. Tu avais des bouts de saison où tu te disais, voilà, tu as eu ce match à Lorient où il revient, il marque, et puis dans le passé, pareil, il revient de blessure, il met 1 ou 2 matchs pour truc, puis là, bam, pendant quelques semaines, mais on sentait que c'était un peu, il y avait toujours un côté feu de paille, quoi. Ça, encore une fois, il y avait là, honnêtement, physiquement, il semble bien. Encore une fois, s'il fait des retours défensifs et qu'il apporte offensivement, ça prouve qu'il est vraiment bien physiquement. Donc on touche du bois et pourvu que ça continue jusqu'à la fin de la saison, quoi. Évidemment, parce que on attend aussi de lui une saison pleine. Pas seulement quelques mois aussi. C'est ça on sera heureux de faire le bilan en fin de saison et de le mettre dans les progressions de la saison, ou surprise ou meilleur joueur, pourquoi pas aussi. Hein, et il est dedans en tout cas. Voilà. Niveau meilleur joueur. Mais pour ça, il faudra la constance sur les mois, c'est-à-dire jusqu'à début juin, puisque la saison se terminera le 3 juin, justement. Je crois, Toulouse, en plus, par fatalité. Il me semble que c'est notre dernier match. Je suis pas sûr. Ça me dit quoi, en tout cas. C'est peut-être... voilà. Mon deuxième top, pardon, excusez-moi. Mon deuxième top, c'était Mohamed Camara, du coup, que j'ai beaucoup aimé. Il a orienté le jeu à plusieurs reprises. Il centre aussi sur une action donc qui amène Golovin, voilà, Golovin, la belle volée. Il y a beaucoup de compensation, de décalage hyper intéressant, de récupération. Enfin, je trouve qu'il a un peu même surnagé au milieu de terrain. J'ai eu un petit peu peur quand même au début parce qu'il est sous la menace, hein. Il a un sursis avec son rouge, donc il est sous la menace pendant, je crois, il lui reste 8 matchs. Il doit faire attention. J'ai eu un petit peu peur au début parce qu'il fait 2 fautes et je sentais que ça allait être un peu limite. Finalement, on n'a eu qu'un seul carton à la fin, vraiment dans le temps additionnel. Arbitrage très propre aussi de Benoît Millot, même si c'était, je pense, une rencontre pas très difficile à arbitrer. Le match était très correct. Voilà. Mais du coup, bravo à lui de ne pas avoir non plus dégainé à tout va. Peut-être parce que ça aurait pu aussi tendre un peu à un moment donné la situation. Donc bravo à lui pour avoir bien tenu le match de son côté. Mais voilà, du coup, je l'ai vraiment trouvé très très fort avec, comme je disais, donc en plus offensivement une participation et de bonnes orientations dans le jeu. Un troisième top. Pour se faire plaisir. Flo, tu as choisi aussi de mettre Fofana. Ouais, c'est le complément. Comme on l'a dit, hein, vraiment les deux font bien la paire et ils sont de plus en plus, j'ai envie de dire qu'ils se complètent. Et à la fois ils se complètent et ils sont interchangeables. Tu sens que quand un pousse et avance le ballon en attaque, tu as toujours l'autre qui est là à combler si jamais il y a une perte de balle ou quoi. Il y
y a une vraie interchangeabilité qui se développe entre les deux et un vrai bon boulot, encore une fois, sur un match où c'était pas simple du tout avec ce milieu-là. Comme tu le disais, ça a été finalement relativement correct. C'est avec la balle au pied qu'on a réussi à prendre le dessus sur le milieu. C'est pas simplement en mettant un vrai impact physique. C'est vraiment en passant justement le milieu de terrain la plupart du temps et avec cette maîtrise, en gardant le ballon et tout. Donc non, c'est un super match des deux compères du milieu. Tant défensivement qu'offensivement, et j'ai envie de mettre l'accent sur le côté offensif. On sait à quel point on attend Camara, on l'attend pas vraiment parce qu'on voit qu'il l'a depuis le début, mais on attend Fofana là-dessus, et vraiment Fofana, encore une fois, lui aussi c'est la confirmation de la confirmation que ça s'améliore balle au pied et qui devient pas comme je le dis des fois, une liability quand il a le ballon. Évidemment, défensivement, ça fait le taf et super match des deux. Ouais. Et puis un flop, parce qu'il en fallait un. Je l'assume totalement. Je coupe mon micro. Alexander Nubel, voilà, parce que les seules frayeurs qu'on a eues, c'est à cause de lui, tout simplement. Alors oui, il y a un bel arrêt à la fin, mais mon choix était déjà fait de toute façon entre son dégagement au pied raté, juste avant une sortie où il se trouve. Pareil, sur cette situation un peu chaude devant le but à la 75e, je trouve qu'il est trop spectateur, qu'il vient pas soulager la défense, je trouve ses déplacements très bizarres en plus, c'est-à-dire que t'es obligé de te déplacer parce que quand ça va d'un bout à l'autre de la surface, il faut se déplacer. Je sais pas, il fait même pas des pas chassés, il se tourne complètement, il court vers l'avant je sais pas, je trouve sa façon de se mouvoir extrêmement bizarre sur certaines actions. Il a été hésitant 2-3 fois sur des sorties, justement sur des ballons en profondeur, notamment en fin de première période, où il obtient une faute et il arrive quand même à reprendre le ballon, mais c'est à deux doigts parce qu'il y a cette hésitation, cette fraction de seconde où il y va pas alors qu'il faut qu'il y aille vraiment. Donc je suis désolé, moi je l'ai pas trouvé rassurant sur cette rencontre, Alexander Nubel. Je trouve pas que c'était une bonne rencontre de sa part. Je viens de voir les notes de l'équipe, ils lui ont mis 6. Alors je sais pas pourquoi là ils lui ont mis 6 et jeudi ils lui ont mis 4. Faudra vraiment m'expliquer parce que c'est incompréhensible du coup. Bon, t'as des fois des mecs à l'équipe je suis désolé pour eux, mais qui mettent les notes, on sait pas comment, hein. Ils regardent les stats et puis ils ont pas vu le match, je sais pas. Honnêtement, sans leur en vouloir, ils font du super boulot sous plein d'aspects, mais des fois les notes de l'équipe. Mais ça je comprends pas, en tout cas. Voilà. Mais en tout cas, pour le coup, s'il méritait 4, ça aurait été ce soir pour moi, enfin cet après-midi. Sur les deux matchs de la semaine, s'il y a un match où il aurait dû l'avoir, c'était sur celui-là et pas sur celui de jeudi, selon moi. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, je suis obligé quand même, parce que là ils ont peur là, les mecs ils vont se dire mais attends, Nubel retombe dans ces trucs. Damien, évidemment tu n'as pas tort sur le fait que ça soit pas parfait. Il a pour moi deux choses à régler, c'est son orgueil et sa désinvolture sur les relances et ses sorties. Effectivement, il y a deux sorties où il a toujours ce petit temps d'hésitation qu'il faut absolument pas avoir quand t'es gardien, où t'y vas ou t'y vas pas. Et donc sur la deuxième d'ailleurs, il glisse même, mais ça c'est typique d'une hésitation. Si t'es bien sur tes appuis que tu pars, hein, généralement tu glisses pas. Donc on est bien d'accord. Et puis il y a ce dégagement où il est sur la gauche de sa surface, il dévisse complètement la frappe. Ça fait une chandelle, ça fait un petit haut le cœur pour tous les supporters qu'on est. Mais finalement c'est un peu d'épices dans ce match. Il était quand même dominé de A à Z. Et au final, il fait une super parade, main opposée à la fin du match. Main opposée Richard. Il est bien placé sur une autre grosse frappe après de Van den Boomen, aussi dans les dernières secondes, où il est bien placé, il se couche dessus, ça a l'air de rien, mais il y a des gardiens qui peuvent se trouer sur ce genre de frappe. Au final, voilà, bon, c'est un type qui... Est-ce qu'il va réussir à se développer en profondeur, enlever ce côté orgueilleux, être plus clean et plus facile, pas plus facile dans le sens, justement, il est trop facile dans son approche du jeu au pied, mais être plus simple dans son jeu au pied. Est-ce qu'il va justement avoir des décisions et des déplacements plus efficaces, plus directs quand je vois qu'il faut que je sorte, je sors, j'ai pas cette demi-seconde.
Voilà, c'est la question. Si gomme tous ces petits trucs-là, ça peut devenir un vrai très bon gardien. Aujourd'hui, il a encore ses petits défauts. Sur ce match-là, honnêtement, même si Damien, je veux bien être avec toi là-dessus, pas être honnêtement, un flop, c'est quand même un peu cher payé. Mais voilà, ça ne fait que prouver. Je parlais de confirmation, ça confirme que Nubel a des progrès à faire. Même si il a quand même un niveau tout à fait correct depuis le début de saison. Allez, on enchaîne avec nos deux latéraux, Caio Henrique et Vanderson. Je les ai bien en même temps. Alors, match un peu similaire pour moi, pour les deux. Enfin, similaire. Similaire dans le sens où déjà, ils ont été assez peu mis en danger défensivement. Vanderson l'a été plus que Caio. Parce que vraiment à chaque fois ça venait de la gauche pour Toulouse et ça c'est jamais vraiment venu du côté de Caio et avec aussi selon moi offensivement moins d'influence j'ai trouvé. Alors justement là où je nuance c'est aussi parce qu'il y a cette très belle passe avant-dernière passe de Caio Henrique sur le deuxième but qui est sublime. Mais c'est vrai qu'on l'a moins vu, je trouvais, dans les combinaisons. Peut-être Golovin, comme il a aussi un peu plus tenté sa chance, il a eu cette part un peu plus d'égoïsme, on va dire, qui était sans que ce soit négatif pour le coup. Donc j'ai l'impression que c'est un peu moins combiné avec Golovin. Vanderson, je l'ai trouvé un peu nonchalant aussi dans ses montées, manquant un peu de tonus, de dynamisme. Voilà, je sais pas si tu es d'accord avec ça. Moi, c'est bon match sans être un match incroyable pour eux. Pour Caio, comme toujours, le foot, ça tient à rien. Il fait un début de match, je trouve, défensivement, pas top, voire pire. Il lâche notamment son marquage complètement sur un coup franc où le Toulousain, je ne sais pas si tu te souviens, est tout seul et le ballon lui échappe. Il passe à 1 mètre de lui, mais sinon, ça fait but. Bon, c'est ce genre de détail dont on ne se souvient pas, mais voilà, le ballon serait décalé de trucs. Caio lui lâche complètement et il a une perte de. Enfin voilà, il a une ou deux actions défensives moyennes en début de match. Il fait une combinaison assez horrible à la 20e avec Golo où il centre, on ne sait pas où, il centre pour mettre en sortie de but. Alors qu'il y avait une combinaison a fortiori travaillée à l'entraînement qui pouvait donner quelque chose. Et après, je suis d'accord que offensivement, et notamment sur la deuxième période, il a vraiment apporté. Vanderson, je pense qu'il y a des conditions et il y a des demandes du coach dessus. Alors, je ne sais pas si c'est la vérité, mais j'ai l'impression que clairement, il se bride un peu offensivement, mais qu'il est meilleur défensivement. Ça fait maintenant quelques matchs. Encore une fois, je ne sais pas si c'est dans le discours de l'entraîneur, si c'est lui-même dans sa manière d'approcher les matchs. Je suis d'accord qu'il y a moins d'allant offensif et qu'il est un peu en dilettante sur ce match-là. Offensivement, il ne fait pas grand-chose. Mais il est un peu plus sûr défensivement et finalement, est-ce que c'est parce qu'on lui demande en premier quand même, oui. Et c'était pas forcément facile contre une équipe de Toulouse ou encore une fois avec Silla, avec Birmancevic qui a à gauche, il y a des trucs à faire. On le voit sur les 5 premières minutes où Toulouse pousse fort et quand même Vanderson tient le coup, il fait 1 ou 2 récupérations de balles. Donc voilà, bon, globalement je suis d'accord avec toi, mais pour le côté offensif, Caio en fait beaucoup plus que Vanderson. Je suis d'accord, mais je pense qu'il y a un côté où Vanderson est peut-être en transition. J'espère on peut espérer que dans un troisième temps. Dit comme ça, c'est en plus pour un Brésilien, c'est chaud quoi. Non mais on peut espérer que dans un troisième temps, il soit bon à la fois offensivement et défensivement. Là, il n'est pas encore parfait défensivement, mais a fortiori, il est bien meilleur que ce qu'il a pu être par le passé où on le voyait même plus en latéral droit quoi. Donc je pense qu'il y a de ça et donc c'est plutôt rassurant au final, même si c'est pas flamboyant. C'est plutôt rassurant. Ouais. En tout cas, les gens qui nous écoutent, dites-nous en commentaire si vous avez eu la ref. Ouais. Je pense. Allez, on enchaîne avec Disasi et Maripane, un axe central qui a été assez tranquille. Alors, Maripane, j'ai noté plutôt de bons jaillissements en première période, une deuxième période
pas noté grand-chose. Disasi meilleur défensivement en seconde période, justement, avec ses sauvetages, cette grinta. Et tu parlais justement aussi pour lui de ce dépassement de fonction qui commence un petit peu à le caractériser depuis quelques semaines. J'ai voulu chercher avant ce défenseur central brésilien, tout le monde le connaît, qui faisait ses percées là, c'est Lucio, non? Attends. Peut-être. Alors du coup, Lucio, c'est plus le modèle de Maripane. Hein. Il a avoué ça dans Nice Matin il y a la semaine dernière. Il disait c'est son modèle. Avec Maripane, s'il veut faire des percées jusqu'en haut du terrain, qu'il les fasse à l'entraînement, mais pas en match, hein, s'il vous plaît. Mais non, mais en tout cas, effectivement, là, c'est dingue parce que il y a. Il est en fait pas complètement mauvais dans la conduite de balle, Disasi. Il s'améliore dans les passes. Hein. On va pas faire de ref sur ces mauvaises passes du passé trop. Mais il y a une puissance physique qui fait qu'il peut vraiment passer certaines lignes. Et qu'encore une fois, on en rigolait la première fois qu'on a vu ça, maintenant il y a très longtemps. On trouvait ça anecdotique il y a un peu moins de temps. Et puis là, ça se répète dans tous les matchs. Dans ce match-là, il le fait même, je crois, 2 ou 3 fois. Donc, il y a un vrai truc. Alors, est-ce que contre tous les adversaires, il faut faire ça? Probablement pas. Là, il pouvait, en tout cas. Mais là, il pouvait, voilà. Il pouvait, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas un énorme pressing toulousain, même pas du tout. Donc c'est vrai qu'en n'étant pas attaqué, oui, il avait pu se permettre quelques remontées comme il l'a fait. Oui. Avec une très belle frappe complètement dévissée aussi, pour donner. Hein, le côté bourrin, bon, il est quand même jamais trop loin non plus. Mais c'est un argument offensif, au moins de casser la première ligne d'attaque. Complètement. Il peut le faire et il s'améliore dans la relance, donc c'est super positif. Et après, d'un point de vue défensif, comme le milieu était ultra fort ce soir, ils avaient un peu, on va dire, que des miettes, donc ils ont bien réglé les miettes. C'est-à-dire que quand tu as une passe qui est trop longue ou que tu as un truc, effectivement, comme tu l'as dit, Maripane sortait bien, il coupait les angles de passe, mais c'était plus facile avec les 2 gars devant et tout le monde qui travaillait défensivement. En tout cas, pour les percées, hein, clairement, Disasi aussi, il prend confiance avec le système A3, hein, parce que c'est vrai que c'est un système qui leur permet aussi de s'exprimer un peu plus offensivement, d'aller chercher un peu plus haut. D'avoir une certaine liberté, donc c'est vrai qu'il prend confiance aussi grâce à ce système, mais du coup c'est vrai que c'est plus surprenant de le voir faire ce genre de choses alors que là on est dans une défense à 4. Minamino qui enfin a donné un peu de Yatta un peu qui nous a donné quelque chose enfin là aujourd'hui. Franchement il y a de plus en plus quelque chose, hein. Je vous rappelle que c'est lui qui fait la belle passe sur le penalty raté de Ben Yedder contre Angers. Il fait quelques belles actions, je me souviens d'une belle frappe, donc voilà, la confirmation que là, franchement, surtout défensivement, j'ai trouvé vraiment précieux. Et c'est encore une fois dans un schéma 4-4-2, c'est crucial qu'on ait des milieux excentrés qui fassent le taf défensivement. Donc les deux l'ont fait et lui, il l'a vraiment bien fait. Et puis après, effectivement, offensivement, tu l'as dit, des beaux décalages. Alors, il y a 1 ou 2 déchets, hein, il n'est pas encore totalement réglé, il n'a pas encore la confiance, mais il a cette passe D. Et alors on l'a pas dit, mais sur la passe D, Mbolo se retourne direct vers Minamino, il lui saute dessus, il le prend dans les bras, c'est Minamino qui est dans les bras d'Mbolo et tout le monde tape sur Minamino. Enfin, il y a un vrai truc de genre, c'est bon, tu l'as, le petit déclic, il est là, donc pourvu que ça dure. Et voilà, c'est un type, on sent, sans faire de stéréotypes nippons, c'est un type qui on sent... Ça te gênait moins pour faire les stéréotypes brésiliens, visiblement. Oui, non mais Lucio, attendez, quand même, Lucio, c'est pas dégueu comme stéréotype brésilien. Mais non, mais qui a une humilité et c'est un type qui bosse et qui a envie de bien faire. Il a pas été mis dans les meilleures conditions pour X ou Y raison. Il devait être un peu seul, s'est retrouvé un peu là et je pense que même moralement il n'était pas pourvu que ça l'aide, pourvu que ça continue. Et encore une fois, comme on l'a dit pour l'ensemble de l'équipe, mais pour lui particulièrement, pourvu que la Coupe du Monde
poursuivre un peu sur cet élan-là. On sait que putain, je sais même pas si le Japon y est. Oui, il y est déjà. Et puis ils ont déjà sorti la liste, il est dedans. Non, mais oui, le Japon y est. Donc c'est quand même un des tauliers de cette équipe-là. Dans le groupe de l'Allemagne, de l'Espagne. Ouais, et la 4e équipe, j'ai oublié, mais bon, ça va être compliqué d'en sortir avec l'Allemagne, l'Espagne a priori. Mais bon. Et le Costa Rica, non, je sais plus, enfin un truc sud-américain, un gros groupe, ouais. Et pourvu qu'en tout cas cet intérim-là lui donne du baume au cœur et puis fasse qu'il revienne chez nous bien comme il faut, parce qu'il est vraiment sur la pente ascendante. J'ai noté en tout cas de bons appels, mais c'est vrai que parfois, souvent, il est un peu hors tempo. Les passes sont jamais vers l'avant dans le mouvement, elles sont souvent un peu en arrière, etc. Donc il y a encore des choses à régler à ce niveau-là, je trouve, dans le jeu collectif. Mais c'est en tout cas, c'est mieux. Ouais. Mbolo et Folland, de la paire qui était en attaque, on en a un petit peu parlé. Je trouvais que individuellement, ils ont fait un bon match, les deux. Ils ont été bons collectivement avec leurs partenaires, mais entre eux, voilà, il y a peut-être... on sentait que c'était pas vraiment ça encore. Alors évidemment, c'est leur première association, donc ils ont aussi très peu, je pense, d'automatisme entre eux. Mais individuellement, ils ont fait une bonne rencontre dans leur genre, dans leur style. Alors Mbolo évidemment a marqué, Folland a lui un peu plus de mal, un peu manqué d'efficacité. Il a mis 150%. Il avait mis 150% jeudi, donc là il était à 50. Mais il a été capable de se retrouver justement lui aussi dans les bonnes zones, dans les situations pour marquer, avec plusieurs tentatives. Donc bon an mal an, c'est positif aussi comme rencontre pour lui. Ouais, et puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une ou deux combinaisons sur l'action que tu as dit en première mi-temps, où il y a Mbolo qui vient en appui. Il y a une petite combinaison Folland, Mbolo, Golo, et qui fait la grosse frappe, et Minamino qui reprend la frappe repoussée de la tête, malheureusement qui est encore arrêtée par le gardien. Et puis il y a une très bonne combinaison à la 48e après le but entre Mbolo et Folland, après décale Golovin qui frappe malheureusement sur le gardien. Donc il y a eu un ou deux échanges entre eux quand même qui ont été plutôt concluants. Après, je pense que voilà, comme tu l'as dit, c'est une première. Ils sont en rodage d'un point de vue offensif. Évidemment que Folland pour l'instant est plutôt sur courant alternatif. Il n'a pas été dégueu comme tu l'as dit. Il est dans les bons coups. Moi, c'est un mec qui me dérange pas, même quand il fait des mauvais matchs, j'ai envie de dire, même si je me ferai pas que des amis si je dis ça, mais parce que c'est un type qui donne de sa personne, encore une fois, qui est là défensivement, et pour moi, pour un attaquant, c'est vachement important pour couper, pour que ça soit pas facile pour l'équipe adverse de lancer ses attaques. Et effectivement, là, il a eu quand même quelques occasions. On a une ribambelle d'occasions de la 80e à la 86-7e. Là, on a 3-4 grosses occasions. Il fait partie de ça. Il décale Ben Yedder pour la grosse frappe qui est repoussée par le gardien. Il fait, lui, une grosse frappe après un déboulé de Wissam. Donc, il est là. Il aurait pu mettre son petit but, que ça n'aurait pas été trop surprenant, et effectivement, comme tu l'as dit, il a gratté, Folland, toute sa chance jeudi. C'est un début de saison, frustrant pour lui, parce que c'est surtout les blessures qui l'ont freiné énormément. Une longue absence, il a été rarement aligné en début de saison. En tout cas, Mbolo lui a souvent été préféré hors Europe. Et du coup, quand on l'a revu contre Paris, il a été décisif avant de se péter. Donc c'est un début de saison très très frustrant. C'est vrai que on peut même pas dire que c'est un début de saison décevant, juste frustrant, quoi, parce qu'on l'a très très peu vu en fin de compte. Et quand il a joué aussi un peu là avant cette semaine, c'était aussi un peu des matchs de reprise en quelque sorte pour lui, parce qu'il a eu une petite rechute, une légère rechute qui lui a fait rater un match. Donc voilà, il a pas eu beaucoup de chance vraiment ce début de saison, et bon, j'espère
qu'on va continuer de le voir à ce niveau, en tout cas le niveau qu'on a vu de lui là cette semaine pour la suite, parce que là très clairement si le volant qu'on a vu cette semaine continue comme ça, en attaque ça va très très bien tourner avec Mbolo qui lui par contre est un petit peu plus dans le creux en ce moment depuis quelques rencontres. Il reste, mais comme tu le disais d'ailleurs justement, je crois que c'était contre quand on s'était vu c'était contre Rennes. Ouais, il me semble que tu disais, voilà, il aura toujours certainement un seuil minimum, début, voilà, qui fait qu'on sera quand même toujours sur un certain palier intéressant et utile à l'équipe. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Il y a peut-être un peu moins en ce moment un peu moins bien mais ça tient la route quand même aussi, très bien la route. Donc voilà, il y a de quoi être content. Et puis à mon avis, on va pronostiquer le départ de Myron Boadou en prêt au mois de janvier. Ça serait pas mal. Ça va être. Et Jean-Lucas, tu as dit, j'ai entendu. Mais ça va être compliqué parce que pour lui de se faire sa place, ça risque d'être difficile. Après on verra, il y a la Coupe de France qui va arriver, donc on aura 3 compétitions à jouer à partir du mois de janvier, donc il aura peut-être aussi sa chance, mais ça va être un peu par bribes. La gestion va être difficile pour lui le faire enchaîner, ça va être compliqué, et pour qu'il puisse prendre confiance avec de l'enchaînement, ça va être compliqué, donc je sais pas, on verra bien. Non. On se projette un petit peu, mais c'est plus loin. Les remplaçants, alors je vais pas parler d'Akliouche, ni Aguilar, ni Jacobs qui du coup sont rentrés vraiment en toute fin de match. Bon, Akliouche, le carton jaune un peu bête, malheureusement, à vérifier s'il va pas être suspendu. Il faut que je vérifie mon tableau, mais il va peut-être être suspendu. Ah bon ? Ouais, alors du coup ce serait pour... Je vais vérifier. En tout cas, c'était un carton jaune orangé, quoi. Ouais, je crois que non, il est sorti de la zone la dernière fois, donc ça va. Mais là, il repasse sous la menace, du coup. Il repasse sous la menace, donc attention à la suite. Ouais, ça lui est pas complètement... C'est quand même assez régulier, ces petits... Ouais. Il manque un peu de vis, il n'est pas encore assez malin, pareil quand il essaie de simuler grossièrement. Voilà, il faut qu'il fasse attention à ça. Concentrons-nous en tout cas pour les 2 remplaçants qui ont un peu plus de temps de jeu, Wissam Ben Yedder et Crépin Diatta, qui sont rentrés en même temps à la 76e ou 77e. Ben Yedder, tu l'as dit, une grosse occasion, une belle frappe, ovationné, ça fait plaisir par le stadium. Crépin Diatta, Flo, t'en as pensé quoi? Merci de me tendre cette patate merveilleuse. Non, pas grand chose. Il fait un ou deux déboulés corrects, mais il n'a pas beaucoup de ballons à se mettre sous la dent, même s'il est là. C'est vrai, un peu plus longtemps que les autres remplaçants, mais on a noté, et ça a été mentionné par les commentateurs, on va pas faire de pub pour un sombre milliardaire, mais en tout cas par les commentateurs. Mais effectivement, Clement fait ses premiers changements à la 75e, ce qui est assez rare, et ce qui prouvait qu'on était plutôt bien... Il est fait tard, alors ils en ont souvent parlé, ouais. Là, mais généralement tard, 60e, il aime bien... Mais là, regarde, jeudi, il en a fait tard les changements jeudi. C'est vrai. Mais c'est justement peut-être qu'il a peut-être un peu... Il voit peut-être un côté physique qui est un peu plus... Oui, jeudi, c'était à peu près les mêmes choses, tu as raison. Il voit un physique qui est peut-être un peu plus stable, et on le constate aussi, donc tant mieux. Mais franchement, Crépin, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce... Quasiment autant que Aguilar, Akliouche, Jacobs. Bon voilà, du coup, ce qu'on pouvait dire sur ce match bien maîtrisé, la belle opération aussi au classement, important. Alors on attend évidemment avec impatience le résultat de Lille contre Rennes ce soir. De Lyon contre Marseille ce soir. Rennes-Lille, c'était à 17h05, donc là il est 19h01, donc le match est fini, donc on va aller voir en direct du coup ce qui s'est passé. C'est un partout. Un partout, c'est fini. C'est plutôt un résultat qui nous va bien. Et avec un carton rouge pour Melling à Rennes. Donc, très bien.
Bien oui. Alors on n'est pas 3e, du coup Rennes reprend un point d'avance, mais on est à la 4e place, on revient à égalité avec Lorient, on leur passe même devant puisqu'on a une meilleure différence de but. Lorient qui s'est incliné face au PSG. Il fallait gagner dans tous les cas parce qu'il y avait ces 3 rencontres là qui sont importantes dans le haut de tableau. Et ça permet de maintenir Lille à distance du coup, parce qu'il passe à 23 il me semble, donc... je vais te dire ça tout de suite. Ils sont effectivement à 23 points, Marseille à 24. Et nous, donc, avec Lorient 27 et Rennes 28. Pour l'instant, il y a Lens qui s'est détaché pour l'instant avec 33 points. Ils ont quand même 6 points d'avance. Ça marche très fort à Lens encore. Donc voilà. Puis Rennes aussi qui marche très bien. Alors, ils étaient sur 6 victoires de rang. Bon, là, ils ont ce match nul. Mais bon. Ça, voilà, c'est des équipes qui marchent très bien, donc il faut rester au contact. Bien. Voilà, c'est important. C'est plutôt bien de voir que c'est les équipes qui jouent bien et marchent bien qui sont en haut. C'est pas toujours le cas dans notre championnat. C'est vrai aussi que c'est à souligner. Et moi, j'apprécie assez Lens et ce que fait Francaise depuis le retour de Lens en Ligue 1. Je m'en suis jamais caché. Et puis depuis l'année dernière, effectivement, Rennes, belle surprise avec Bruno Genesio. Bruno Genesio très différent de celui qu'on avait vu à Lyon. Bon, c'est vrai que le contexte lyonnais était assez particulier aussi à son époque. Ça devait pas aider à la performance. Et des bons joueurs, surtout à Rennes. Il y a des bons joueurs. Il y en a aussi à Lyon quand même. On peut pas. Mais là, en tout cas, il y a une idée, il y a quelque chose qui y a un fil conducteur. Ça marche bien. Donc voilà. Ça fait des matchs passionnants. Il y en aura un autre de match passionnant la semaine prochaine, Flo, puisque c'est le fameux match. Je sais pas ce qu'on peut parler ça de derby de la Méditerranée à l'époque. Ouais. On peut entendre cette expression. Alors, feu rivalité. Boris va pas aimer. Tout, mais il va la rivalité historique des années 90, début 2000, etc. C'est quand même Marseille-Monaco. Alors, pour nous, oui. Donc ça c'est clair. Ouais. Même sur le championnat de France, c'était quand même une grosse. Début des années 90, t'avais déjà quand même le Paris-Marseille qui était des attentats et des choses. Oui, mais Paris-Marseille, c'est plus géographique que footballistique. Nous, c'était une rivalité footballistique, années 90-2000. Alors, Paris-Marseille, la rivalité géographique, j'ai quand même un peu de mal à la voir. Mais le sud contre le nord. Dans ce sens-là, oui. Pas un truc territorial, local, on va dire, une suprématie plus locale. Non. Oui, dans ce sens-là, l'opposition provinciaux et gens de la capitale. Oui. En tout cas, ça sera un match, effectivement, il faut confirmer notre bonne forme de ces derniers temps. Je pense que peu importe finalement le résultat, même si clairement on veut une victoire, la dynamique elle est bonne, donc on espère que ce match-là... On verra du coup si celle de Marseille avant ce match, comment elle sera. Est-ce qu'ils auront justement redressé la barre face à Lyon ce dimanche soir, ou est-ce qu'ils vont continuer de plonger? On verra qu'est-ce qu'on va avoir la semaine prochaine. Mais clairement c'est un match important. C'est une équipe un peu la loterie. Marseille, cette année, effectivement, ça souffle le chaud et le froid. Là, tout le monde leur est tombé dessus parce qu'ils ont perdu 2-1 contre Tottenham. Bon, je n'ai pas regardé le match, je suis désolé, je ne peux pas m'intéresser. Je l'ai vu, j'ai même bossé dessus. Donc et s'ils font un premier match contre Tottenham, ils perdent 2-1, voilà, on ne leur tombe pas dessus. On dit ils ont perdu. Mais là, comme ils font un bon match, c'est assez dur, quoi. C'est ce que je pense. Donc, je pense que ça reste une bonne équipe. Donc, effectivement, il faudra être là. Ce sera, nous aussi, on sera là pour débriefer, comme d'habitude, avant de prendre un peu de repos, parce que la Coupe du Monde, ça va être le chômage technique. À cette période de l'année, ça fera un peu bizarre, surtout qu'en plus, il faudra reprendre à Noël pendant les fêtes, avec le fameux Boxing Day à la française. Un truc, ça, je m'y fais pas. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain débrief, donc pour la rencontre entre Monaco et Marseille. Merci Flo, merci également à tous ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas à relayer, à partager, à commenter, à liker sur YouTube. Et puis l'émission est également disponible sur le site ladiagonale.net. Allez, salut à tous et Dagé Monego. Ciao ciao. Et bisous.